Vous connaissez ce moment où quelqu'un vous manque de respect si gravement que tout devient soudainement d'une clarté absolue? C'est ce qui m'est arrivé il y a 3 semaines, lors de ce qui devait être un dîner agréable avec ma femme et celui qu'elle appelle son meilleur ami. Nous étions dans un bistrot gastronomique très chic du centre-ville. Ma femme, Clara, avait insisté pour que nous invitions son ami, Maxime, pour fêter sa promotion comme directeur commercial. Ce type m'avait toujours horripilé. Il trouvait toujours des excuses pour lui envoyer des textos à n'importe quelle heure, il avait toujours besoin de son aide pour un oui ou pour un non, et il faisait sans cesse ses remarques subtiles sur la chance qu'elle avait d'avoir un mari aussi compréhensif quand il était dans les parages. Mais ce soir-là, il a franchi toutes les limites imaginables. Nous en étions à la moitié du plat principal quand ce type me regarde droit dans les yeux et lance, comme si de rien n'était, « Tu sais, elle mérite vraiment mieux que ce qu'elle a comme mari. » Juste comme ça. Sans avertissement, sans contexte, rien. Il a dit ça avec un petit sourire en coin, comme s'il rendait service à tout le monde en soulignant une évidence. Le restaurant est devenu silencieux autour de notre table. La fourchette de Clara s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Je sentais les regards des autres clients sur nous. J'ai posé mon couteau calmement et je l'ai regardé. J'ai répondu que c'était intéressant venant de la part de quelqu'un qui a divorcé 2 fois et qui n'arrive pas à garder une relation plus de 6 mois, mais que je le remerciais pour ses conseils d'expert en mariage. Son visage est devenu cramoisi, mais je n'avais pas fini. J'ai ajouté que, puisqu'on en était aux observations, elle méritait aussi un ami qui ne passe pas chaque conversation à essayer de saper son mariage, mais que je ne savais sans doute rien, n'étant que l'homme qui s'est réellement engagé envers elle. Le silence a duré environ 10 secondes avant que Clara n'explose. « Comment oses-tu » a-t-elle crié en frappant la table de sa main, faisant sauter les verres d'eau. Elle m'a ordonné de lui présenter des excuses immédiatement, sinon c'était fini entre nous. J'ai regardé Clara, puis j'ai regardé Maxime qui jubilait derrière son épaule, puis je suis revenu à elle. L'audace était à couper le souffle. Son ami venait de m'humilier publiquement, de remettre en question ma valeur en tant qu'époux devant des inconnus, et c'était à moi qu'elle demandait de s'excuser. J'ai souri, mais pas d'un sourire chaleureux, c'était le genre de sourire qu'on affiche quand quelqu'un nous montre enfin son vrai visage. J'ai simplement dit non. Comment ça, non? A-t-elle repris, la voix de plus en plus haute, attirant l'attention de toutes les tables environnantes. J'ai répété que non, je ne m'excuserais pas pour m'être défendu contre quelqu'un qui venait de me manquer de respect à notre propre table. J'ai ajouté que si c'était sa ligne rouge, alors nous savions désormais où nous en étions chacun. Elle m'a dévisagé comme si j'avais soudainement changé de visage. Ce n'était pas ainsi que nos disputes se déroulaient d'habitude. Généralement, j'essaie de calmer le jeu, d'arrondir les angles, de trouver un compromis. Pas cette fois. Maxime s'est penché en avant avec un air satisfait et a dit que c'était exactement ce dont il parlait, qu'un vrai mari ferait passer les sentiments de sa femme avant son ego. J'ai ri, un vrai rire sonore. J'ai répondu qu'un vrai ami ne créerait pas de drame au sein d'un couple marié pour son propre divertissement, mais qu'il avait raison sur un point, la question était de savoir pourquoi l'ami de ma femme semblait si investi dans l'idée de briser son mariage. Cela a effacé son sourire assez vite. Clara a ramassé son sac à main, les mains tremblantes, en disant qu'elle n'arrivait pas à croire que je sois comme ça après tout ce que nous avions construit ensemble, tout ça à cause de lui. Je me suis levé, j'ai jeté des billets sur la table pour payer le repas et j'ai dit que ce n'était pas à propos de lui, mais à propos du respect, quelque chose qu'elle semblait avoir oublié que je méritais aussi. Elle m'a suivi jusqu'au parking en hurlant tout le long que j'étais ridicule, que c'était son plus vieil ami. J'ai répondu que j'étais son mari, ou du moins que je le pensais jusqu'à ce qu'elle montre clairement dans quel camp elle se trouvait. Nous sommes rentrés à la maison dans un silence total, ce genre de silence qui ressemble au compte à rebours avant une explosion. Une fois à l'intérieur, elle est allée directement dans la chambre et a commencé à faire une valise en disant qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir, que je n'étais pas l'homme qu'elle avait épousé. Je lui ai répondu du pas de la porte qu'elle avait raison, car l'homme qu'elle avait épousé se serait excusé de s'être respecté lui-même, et je lui ai dit de prendre tout le temps nécessaire. Elle a marqué une pause, attendant probablement que je cède ou que je dise que je ne le pensais pas. Voyant que je ne bougeais pas, elle a fermé sa valise avec une force excessive et a lancé qu'elle irait s'installer chez Maxime le temps que je retrouve mes esprits et que je réalise à quel point j'étais puéril. Et voilà, la dernière pièce du puzzle s'emboîtait. Elle n'allait pas chez sa sœur, ni chez sa mère, ni chez une amie.
Elle allait directement chez le type qui venait de m'humilier en lui disant qu'elle méritait mieux. Parfait, ai-je dit, ça rendra les choses beaucoup plus claires pour nous deux. Elle a attendu près de la porte pendant presque une minute entière, valise à la main, espérant sans doute que je cours après elle, que je la supplie de rester ou que je promette de m'excuser auprès de son précieux ami. Au lieu de cela, je suis allé dans la cuisine et je me suis ouvert une bière. « C'est vraiment comme ça que tu veux gérer la situation ?» a-t-elle crié. J'ai crié en retour que c'était ainsi qu'elle avait choisi de la gérer au moment où elle avait exigé que je m'excuse pour avoir refusé d'être insulté. La porte d'entrée a claqué assez fort pour faire trembler les cadres au mur. Je me suis assis dans ma cuisine, buvant ma bière, et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, tout me semblait parfaitement limpide. Ma femme venait de choisir son ami plutôt que son mari et s'installait chez lui pour me punir d'avoir eu un peu de caractère. Que la partie commence. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 8 ans de mariage, je ne l'ai pas appelée, je n'ai pas envoyé de SMS, je n'ai même pas vérifié si elle avait essayé de me joindre. À la place, j'ai appelé mon frère, Marc, qui est avocat. Après lui avoir expliqué la situation, il m'a dit de tout documenter, chaque message, chaque interaction, car le fait qu'elle s'installe chez un autre homme allait jouer contre elle dans une procédure de divorce. Quand j'ai répété le mot « divorce », il m'a coupé net en me disant de me réveiller, car elle s'était installée chez le type qui m'avait humilié publiquement et elle exigeait des excuses pour ma propre défense, il m'a demandé ce que j'espérais encore réconcilier. Il avait raison. J'étais marié depuis si longtemps que j'avais oublié ce que signifiait avoir des principes. À midi, j'avais rendez-vous avec un de ses collègues spécialisés en droit de la famille. À 15 heures, j'avais compris l'ampleur des problèmes dans lesquels Clara s'était mise en quittant le domicile conjugal pour aller chez un autre homme en pleine crise. Documentez tout, répétait l'avocat, chaque SMS, chaque publication sur les réseaux sociaux, et quoi que vous fassiez, ne quittez pas la maison, car la possession des lieux est primordiale. En rentrant chez moi, j'avais l'impression de voir ma vie pour la première fois. Combien de dîners avions-nous passé où son ami m'avait lancé des piques? Combien de fois avait-elle pris son parti lors de petits désaccords? Combien de signaux d'alarme avais-je ignorés parce que je voulais être le mari compréhensif? Mon téléphone a vibré, un SMS de Clara disant qu'elle espérait que j'étais prêt à avoir une conversation d'adulte une fois que j'aurais fini de faire l'entêté. J'ai fixé ce message un long moment, même après tout cela, elle pensait encore que le problème venait de mon entêtement et elle croyait sincèrement que je devais m'excuser auprès de cet homme. J'ai répondu, prends tout le temps dont tu as besoin pour réfléchir, rien ne presse. 3 minutes plus tard, elle renvoyait, c'est tout ce que tu as à dire? J'ai répondu qu'elle avait dit avoir besoin d'espace, et que je respectais cela. Elle a rétorqué que j'étais censé me battre pour notre couple. C'était le scénario qu'elle attendait, que je rampe, que je promette de changer, que je m'excuse auprès de Maxime, que je joue le rôle du mari désespéré. J'ai écrit, je me suis battu pour nous lors du dîner. Tu as choisi ton ami. Les choix ont des conséquences. Elle n'a pas répondu pendant des heures. Vers 17 heures, j'ai remarqué ma voisine d'en face, Élodie, qui travaillait dans son jardin. Nous avions toujours été cordiaux, mais je n'avais jamais vraiment remarqué à quel point elle était séduisante. Elle avait environ 30 ans, travaillait comme infirmière et vivait seule depuis son divorce il y a 2 ans. Elle m'a fait signe alors que je relevais le courrier et m'a demandé des nouvelles de Clara, ne voyant plus sa voiture. J'ai répondu qu'elle rendait visite à un ami pour prendre le temps de réfléchir. Elle a hoché la tête avec un regard entendu, disant que parfois le temps de réflexion est nécessaire pour savoir ce qu'on veut vraiment. J'ai acquiescé et je lui ai demandé comment se passait sa vie de célibataire. Elle a ri en disant que c'était bien mieux que sa vie de mariée, car au moins, quand quelqu'un lui manquait de respect, elle n'avait plus à faire semblant que tout allait bien. Nous avons discuté pendant 20 minutes. Elle était drôle, sûre d'elle et montrait clairement que je lui plaisais. Quand elle a mentionné qu'elle avait préparé un trop grand dîner pour une personne seule et m'a proposé de la rejoindre, j'ai accepté sans hésiter pour le lendemain soir. Parfait, a-t-elle dit avec un sourire qui ne laissait aucun doute sur ses intentions, j'apporterai le vin. Ce soir-là, mon téléphone s'est illuminé de messages de Clara, d'abord de la colère, puis de la négociation, puis des menaces. Elle disait que mon silence était puéril et cruel, qu'on pouvait s'en sortir si j'admettais mes torts, que Maxime ne cherchait que son bonheur. Elle a fini par dire que si je ne m'excusais pas le lendemain, elle arrêterait de prétendre que ce mariage comptait.
J'ai fait des captures d'écran de chaque message pour mon avocat en précisant que c'était là un parfait exemple de manipulation émotionnelle. Puis j'ai répondu par un seul texto, « Ce n'est pas moi qui me suis installé chez quelqu'un d'autre, mais merci de clarifier tes priorités. » Le lendemain soir, je dînais chez Élodie. Elle était tout ce que ma femme n'était pas, directe, honnête et d'une simplicité rafraîchissante. Elle ne jouait pas à des jeux psychologiques. Elle m'a dit franchement, autour d'une deuxième bouteille de vin, que la situation était absurde et que Clara essayait de me faire passer pour le méchant alors que c'était elle qui était partie. Élodie m'a raconté que son ex-mari lui faisait le même genre de coups, la faisant passer pour folle dès qu'elle posait des limites. Elle a ajouté qu'elle était restée mariée 7 ans de trop, mais que la perte de son mari était devenue son gain personnel, car elle avait appris ce qu'elle méritait vraiment. La conversation a coulé de source et, dans le salon, quand elle s'est penchée pour m'embrasser, cela a semblé être la chose la plus naturelle au monde. Pas de drame, pas d'ultimatum, juste deux adultes qui s'appréciaient. Je suis resté la nuit. Le lendemain matin, en retournant chez moi, j'avais 12 appels manqués et 8 messages de Clara. Je les ai lus en préparant mon café. Elle demandait où j'étais, m'accusait d'ignorer ses tentatives de sauver le mariage et finissait par dire que c'était la dernière fois qu'elle me contactait. J'ai tout transféré à l'avocat et j'ai envoyé une seule réponse, « Tu as fait ton choix, j'ai fait le mien. Prends tout le temps qu'il te faut. » Clara pensait me donner une leçon en restant chez son amie, elle pensait que je paniquerais. Au lieu de cela, elle m'avait offert le plus beau des cadeaux, le temps de me souvenir de qui j'étais avant d'accepter le manque de respect comme prix de la paix. 3 jours plus tard, la demande de divorce était déposée. Clara n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. À la fin de la première semaine, Élodie et moi avions déjà une routine plus naturelle que mes 8 années de mariage. Elle passait après ses gardes à l'hôpital, où je passais chez elle avec des plats à emporter. Il n'y avait pas de non-dit, pas besoin d'analyser chaque phrase. Le samedi matin, Élodie m'a tendu mon téléphone en disant que Clara avait encore écrit. Clara disait avoir beaucoup réfléchi et vouloir discuter pour réparer le désordre que j'avais créé. Même ses excuses ressemblaient à des accusations. Élodie a remarqué que ce n'était pas une excuse, mais une préparation pour m'expliquer pourquoi tout était de ma faute. J'ai posé le téléphone et je l'ai embrassée, préférant ignorer Clara pour la journée. Pendant 2 semaines, Clara a alterné entre culpabilisation, colère et fausse urgence. J'enregistrais tout. De son côté, Élodie m'aimait telle que j'étais, sans vouloir me remodeler. Un mardi soir, 3 semaines après son départ, la sœur de Clara m'a appelé. Elle m'a dit que Clara pleurait depuis 2 jours et que je devais réparer ce mariage. Quand j'ai demandé si Clara lui avait expliqué la cause de la dispute, elle a répondu que Clara s'était sentie embarrassée par mon comportement envers son amie. J'ai alors raconté la vérité, l'insulte de Maxime en public, la demande d'excuses de Clara et le fait qu'elle vive chez lui depuis 3 semaines. Il y a eu un long silence au téléphone, sa sœur ne connaissait manifestement pas cette version-là. J'ai raccroché en sachant que la vérité commençait enfin à circuler. Ce soir-là, Clara a changé de tactique et a envoyé un message semblant sincère, disant qu'elle avait été injuste et qu'elle voulait rentrer à la maison. Élodie, en voyant le message, m'a dit que la cohabitation avec Maxime ne devait plus être aussi rose que prévu. Elle a ajouté qu'aucune femme ne s'installait chez un homme qui humiliait son mari sans qu'il y ait déjà un lien émotionnel fort. Elle avait raison. Le lendemain matin, Clara a annoncé qu'elle rentrerait le lendemain pour régler les choses comme des adultes. Je l'ai dit à Élodie qui m'a demandé si j'étais nerveux. J'ai répondu que non, j'étais simplement curieux de voir qui elle pensait retrouver. Les papiers du divorce étaient prêts, il ne manquait que sa signature. Elle est arrivée le jeudi à 14h47 précise. Je le sais parce que j'étais chez Élodie, de l'autre côté de la rue, à regarder par la fenêtre avec un café, sans aucune anxiété. Élodie m'a embrassé avant de partir travailler, en me rappelant que je ne lui devais rien. J'ai vu Clara sortir de voiture avec la même petite valise qu'au départ. Elle est entrée dans notre maison avec sa clé. 5 minutes plus tard, elle est ressortie, l'air confuse, a fait le tour du jardin, puis est rentrée. Mon téléphone a vibré, « Où es-tu ? » ?»« Je suis là. » Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, « Ta voiture est là mais pas toi. Tu te caches ? » 15 minutes plus tard, « C'est ridicule, je reviens pour sauver notre mariage et tu joues à ça. » J'ai enfin répondu, « J'arrive bientôt. » J'ai pris une douche, je me suis habillé tranquillement et j'ai traversé la rue à mon rythme.
Elle m'attendait dans le salon, assise sur le bord du canapé, parfaitement coiffée et maquillée dans une robe qu'elle savait que j'aimais. C'était une mise en scène. Elle a commencé par dire qu'on devait parler, que j'avais été fier et que j'avais agi au détriment de notre mariage, mais qu'elle était prête à passer outre si je reconnaissais mes erreurs. J'ai failli rire. Après 3 semaines chez un autre homme, elle venait me faire la leçon. Quand elle m'a proposé de m'excuser auprès de Maxime pour repartir sur de nouvelles bases, je lui ai demandé pourquoi, elle allait s'excuser. Elle a semblé prise de court, affirmant qu'elle était la victime dans l'histoire. J'ai rappelé qu'elle avait vécu chez un autre homme pendant 3 semaines. Elle a balayé cela d'un revers de main en disant que c'était juste un ami et qu'elle avait fait ça pour me donner de l'espace pour réfléchir. Je me suis levé et j'ai dit que j'allais prendre l'air, que cette conversation était très instructive. Elle m'a suivi jusqu'à la porte en criant que nous n'avions pas fini. J'ai ouvert la porte, j'ai dit qu'en effet nous n'avions pas fini, et j'ai traversé la rue pour aller chez Élodie sous ses yeux ébahis. J'ai ouvert la porte d'Élodie avec ma clé, sachant que Clara regardait. Mon téléphone a explosé de messages me demandant ce que je faisais là-bas, m'ordonnant de rentrer. J'ai répondu par SMS, « Tu as passé 3 semaines chez un homme, je passe une soirée chez une femme. » C'est équitable. Elle a fini par débouler chez Élodie sans frapper, hurlant que je ne pouvais pas m'introduire chez les gens. J'ai calmement répondu que j'avais la clé et qu'Élodie me l'avait donnée la semaine précédente. Clara a blêmi. Elle a réalisé que pendant qu'elle pensait me punir, j'avais tourné la page. Elle a essayé de dire que c'était une crise, que je faisais ça pour la blesser. J'ai répondu que ce qui s'était passé avec Élodie n'était pas à cause d'elle, mais malgré elle. Clara a exigé qu'Élodie sorte de ma vie, mais j'ai éclaté de rire en lui demandant de quel droit elle dictait mes fréquentations alors qu'elle sortait du lit d'un autre. Elle a bégayé que c'était différent parce qu'ils étaient amis et que nous étions mariés. J'ai corrigé, nous l'étions. La couleur a quitté son visage. J'ai expliqué que la femme qui avait quitté la maison pour punir son mari n'était plus celle que j'avais épousée. À ce moment-là, Élodie est rentrée du travail. Elle a salué la scène avec un calme olympien. Quand Clara l'a accusée de détruire son mariage, Élodie a simplement demandé « Je vous demande pardon, vous êtes qui ?» C'était cinglant. Élodie a ensuite ajouté qu'elle avait entendu parler de la femme qui vivait chez un autre homme en exigeant des excuses de son mari, et que la perte de Clara était son propre gain car j'étais un homme incroyable quand on ne me prenait pas pour acquis. Clara était dévastée. Elle a crié que je ne pouvais pas la remplacer après 8 ans. J'ai répondu que je ne remplaçais rien, qu'elle avait elle-même mis fin au mariage et que je ne faisais qu'avancer. Quand elle a dit qu'elle ne signerait rien, j'ai sorti mon téléphone pour lui montrer que mon avocat avait déjà tout prévu, l'abandon du domicile pour vivre avec un autre homme était une preuve flagrante. Elle a murmuré que j'avais tout planifié pendant qu'elle essayait de réparer les choses. J'ai rétorqué que c'était elle qui avait tout planifié en partant, et que j'avais simplement accepté sa décision. Élodie a poliment demandé à Clara de partir car elle voulait se détendre chez elle. Clara est sortie en me lançant que je ferais une erreur et que je ne devrais pas revenir ramper vers elle. Je lui ai dit une dernière fois que je ne reviendrais pas. Elle a claqué la porte si fort que les fenêtres en vibraient. Le lendemain à 7 heures, elle est revenue frapper chez Élodie, débraillée, exigeant que je répète mes aveux d'infidélité pour les enregistrer sur son téléphone pour le tribunal. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte et j'ai ri. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas d'infidélité, que j'étais un homme célibataire fréquentant une femme célibataire depuis qu'elle était partie. Elle tremblait en tenant son téléphone, mais j'ai simplement dit que ces 8 années de mariage m'avaient appris exactement ce que je ne voulais plus, un mariage où je devais m'excuser d'exister pour qu'elle se sente supérieure. Ses larmes ont changé de nature, ce n'était plus de la manipulation, mais le deuil de quelque chose qu'elle comprenait enfin avoir perdu pour toujours. Elle a murmuré qu'elle voulait rentrer à la maison, mais j'ai répondu que ce n'était plus sa maison, qu'elle l'avait abandonnée pour vivre son aventure. Je lui ai dit de prendre un avocat et de signer les papiers, car ses choix avaient des conséquences. Je suis rentré chez moi pour me préparer pour le travail. Elle est restée dans l'allée pendant 10 minutes, sans doute à appeler Maxime ou sa sœur pour trouver quelqu'un qui lui donnerait raison. Mais certains choix sont irréversibles. Elle avait parié que j'avais plus besoin d'elle qu'elle n'avait besoin de me respecter. Elle avait misé sur ma faiblesse pour préserver notre mariage malgré l'humiliation. Elle avait perdu. Mon téléphone a vibré, un message d'Élodie demandant comment s'était passée la matinée. J'ai répondu, mieux que prévu. Dîner ce soir ? Sa réponse fut immédiate,
toujours. Chez toi ou chez moi? J'ai regardé par la fenêtre, la voiture de Clara n'était plus là. J'ai écrit, chez moi. J'ai le sentiment que ce sera une soirée très paisible. Pour la première fois en 8 ans, j'avais hâte de rentrer dans ma propre maison, une maison où j'étais respecté, estimé, et où l'on ne me demanderait jamais de m'excuser d'être un homme qui refuse qu'on lui manque de respect. Certaines leçons coûtent cher, mais certaines libertés n'ont pas de prix. J'avais enfin compris la différence.